Niger, quand des militaires deviennent hommes d'État. Le Premier ministre nigérien M. Ali Mahaman Lamine Zein a officialisé le lancement à Agadez, Nord, de concertations régionales, qui seront le début d'une solution politique sur la base d'un dialogue national inclusif avec toutes les forces et les parties concernées par la crise nigérienne. Pour M. Lamine Zein, tout peut être discuté et mis sur la table, y compris l'avenir politique du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, sauf la souveraineté du Niger et les richesses du peuple nigérien. M. Tiani et M. Zein ne sont pas des politiciens. Ils sont ce qu'on appelle des hommes d'État. Car, il y a une différence entre un politicien qui pense à sa carrière politique ou à la prochaine échéance électorale et un homme d'État qui met les intérêts de son peuple et de son pays au-dessus de toute autre considération. Ces hommes-là sont, avec les temps qui courent, une denrée rare. M. Tiani et M. Zein ne courent pas derrière le pouvoir ou une illusoire gloire. Ce qui les intéresse, c'est l'avenir du Niger et rien d'autre. En tout cas, le Premier ministre nigérien a expliqué que le dialogue national démarrera très bientôt et ces débats régionaux seront les plus consensuels et inclusifs possibles, a-t-il souligné. Les autorités politiques du Niger ont affirmé que quelques 300 représentants d'élus, de chefs traditionnels, d'ex-combattants, d'organisations de jeunesse, de syndicats, d'ONG, ont tenu les premières concertations pour la région d'Agadez. L'événement est en lui-même une réussite politique même si les résultats de cette large concertation nationale ne seront pas connus de sitôt. Quant aux propositions qui seront débattues avec force durant cette période de concertation nationale, ce seront les 4 axes qui seront débattus au prochain dialogue national, dont la durée de la transition, les principes fondamentaux et les axes prioritaires devant régir cette période, affirment les protagonistes qui participent desdites concertations régionales. Le Niger fait face au jeu d'influence entre l'Occident et la Russie. Il s'agit d'une approche géostratégique dont le Niger constitue le maillon fort en termes de répercussions stratégiques sur les pays du Sahel et bien au-delà, sur le plan sécuritaire, politique, économique et social. De fait, M. Tiani et M. Zein n'excluent aucune coopération avec n'importe quel autre État dans la mesure où les intérêts souverains du Niger seront pris en considération et respectés. Pour eux, la présence de la Russie, de la Chine ou des États-Unis ne doit en aucun cas être exclusive. Établir des liens étroits avec la Russie et la Chine n'exclut aucunement les États-Unis dans la mesure où les relations se feront dans un cadre gagnant-gagnant et de respect mutuel. Les Américains l'ont bien compris en changeant dans la foulée, au mois d'août 2023, leur représentant diplomatique à Niamey. C'est face à l'échec et au jeu trouble des Européens et plus particulièrement de la France, dans leur soi-disant lutte contre les terroristes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda, que les autorités nigériennes ont tissé des relations sur le plan militaire avec Moscou. D'autres pays, bien avant le Niger, se sont rapprochés de la Russie. Le Mali, le Burkina Faso et même le voisin du Nord, en l'occurrence l'Algérie dont les relations avec Moscou remontent aux années 1960. Et qu'importe que l'observateur peut constater que la décennie noire qui a frappé l'Algérie durant les années 1990, faisant pas moins de 250 000 morts, coïncide avec la chute de l'Union soviétique et la déliquescence de son armée. Jamais sous Poutine il n'y aurait eu autant de morts. Et jamais les responsables de ces massacres, de quelques obédiences qu'ils soient et quels que soient leurs parrains, locaux ou étrangers, ne trouveraient refuge aux États-Unis, en Europe, aux Émirats et même en Algérie. Par ailleurs, M. Tiani, comme tout homme politique qui se respecte et qui ne ment pas et ne se ment pas à lui-même, connaît les succès remportés par l'armée russe face à tous ces groupes. D'abord à travers l'opération déstabilisatrice occidentale en Tchétchénie et ensuite, en Syrie. Et, qui peut ignorer les relations pour le moins suspectes de certains groupes terroristes avec les puissances occidentales, même le fils du commandant Massoud, chef des Moudjahidines en Afghanistan, a déclaré à la BBC, je cite, que la plupart des groupes terroristes ne sont dans les faits que des marionnettes entre les mains des puissances utilisées pour mettre la main sur les ressources d'un pays. Ils sèment la terreur chez les populations locales afin de préparer le terrain aux armées régulières de ces mêmes puissances afin de venir en sauveur. Donc chaque groupe terroriste est parrainé et payé par une puissance étrangère, occidentale, bien entendu. C'est à partir de ce constat très simple que M. Tiani s'est rapproché de la Russie. Alors, pour les observateurs occidentaux et parfois africains, biberonnés à la désinformation de l'AFP, de Reuters et de CNN, affirment que l'instabilité du Sahel profite à la Russie. Plus nul que sa tumeur.
C'est à croire que ce sont les Russes qui ont installé depuis 2011 les groupes islamistes dans la région du Sahel et c'est la Russie qui a envahi la Libye et assassiné Kadhafi. On lit et on entend ici et là des analystes européens et même africains invités sur les plateaux de France 24, TV5 Monde ou dans les colonnes des journaux tels que Le Monde et Jeune Afrique que si la situation sécuritaire au Niger s'est dégradée, c'est à cause de la soi-disant intrusion de la Russie dans le jeu des influences. Alors, de deux choses l'une, soit ils font le jeu des terroristes et de leurs parrains, soit, ils sont tellement idiots qu'ils sont incapables de percevoir, ne serait-ce que la chronologie des événements. En tout cas, pour M. Tiani et M. Lehine, le plus important dans ce nouveau processus des concertations régionales, c'est que parmi les sujets et les thèmes qui seront débattus, apparaît bien le thème des richesses du Niger, qu'elles soient minières, gazières ou pétrolières. Mais, plus particulièrement son uranium qui est exploité injustement par le géant Orano. Dans ce registre, les participants aux concertations régionales aborderont officiellement l'exploitation de l'uranium par des sociétés étrangères, dont le géant français Orano, la présence d'une base militaire américaine, les épineux problèmes de l'immigration clandestine. Agadez est une véritable plaque tournante de la migration vers l'Europe, et l'insécurité dans cette zone où pullulent des mines d'or artisanales, sont également à l'ordre du jour des discussions, ont affirmé les responsables de l'organisation d'édites concertation régionale à Agadez, Nord. Faut-il rappeler que le 10 décembre de l'année passée, la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a revu sa position quant aux lourdes sanctions dont le Niger a fait objet après le coup d'État perpétré par les militaires nigériens. La CEDEAO a exigé une condition claire afin d'aller vers une issue concertée et visant le retour à la stabilité institutionnelle au Niger. Il s'agit d'assurer une transition courte avant un retour des civils au pouvoir, exige la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Or, cette même CEDEAO n'a pas encore compris ou ne veut pas comprendre que M. Tiani aimait ou détestait, et contrairement à beaucoup d'autres chefs d'États africains, européens ou américains, n'est pas homme à chercher à s'installer dans les dorures des palais présidentiels. Ce n'est pas son style ni son genre. Ce qui l'intéresse au premier chef, c'est sortir son pays, son peuple de la pauvreté et du climat d'insécurité. Oui, certains disent que c'est un militaire. D'accord, M. Tiani est un militaire. De Gaulle, Eisenhower, Churchill, Chavez, Castro et Poutine colonel du KGB et bien d'autres étaient-ils des civils ou des militaires, qu'ils se rassurent, c'étaient des militaires habillés en civil et étaient respectés par leur peuple et par leurs partenaires étrangers, plus que les politiciens de carrière. Encore une fois, n'est pas homme d'État qui veut. Cette qualité se mérite. Revenons à l'exploitation de l'uranium. Tous les experts sérieux de la géopolitique, y compris occidentaux, expliquent que l'exploitation de l'uranium et d'autres ressources naturelles du pays est souvent critiquée pour son manque de transparence et ses impacts négatifs sur la population, dont une grande partie vit dans la pauvreté. Pour faire simple, l'argent ne va pas dans les poches du peuple nigérien. Ces mêmes experts occidentaux parlent d'un pillage en règle des ressources naturelles du Niger au profit des minorités locales et étrangères, avec la bénédiction des autorités. Par conséquent, M. Tiani ou M. Lehine ne sont pas nés des dernières pluies et ne sont pas les derniers à le savoir et leur seul et unique objectif est de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En clair et en creux, mettre un terme au pillage et rendre les richesses au peuple nigérien et cette fin ou cet objectif justifie tous les moyens, sans exception. Par ailleurs, ce contexte politique tendu a mis en évidence l'émergence de forces géopolitiques concurrentes, telles que la Russie, la Chine et les États-Unis, cherchant à s'affirmer dans la région et à établir des relations économiques et politiques avec le Niger. Pourquoi le Niger doit-il tourner le dos à la Russie et à la Chine ? Y a-t-il un seul pays au monde, y compris les États-Unis, qui ne dépendrait pas de l'économie chinoise ? À ma connaissance, aucun. La nouvelle étape qui sera entamée sur fond des concertations régionales qui finiront par l'adoption d'une démarche visant à asseoir le dialogue national inclusif comme seul recours, pourrait permettre au Niger de retrouver sa stabilité politique, sécuritaire et surtout économique. Rappelons que la Banque mondiale a tablé pour le Niger sur une croissance de 12,5% à l'horizon 2024 pour retomber, à cause des sanctions et de tous les impondérables économiques et sécuritaires, à 2,3%.